le monde est violent, que le monde est brutal, que la violence est la coucheuse de l'histoire. Raymond Aron, maintenant, République impériale chez Kalman Levy. Les États-Unis dans le monde, 1945-1972. À propos de votre dernier livre, ce serait de vous demander d'improviser comme ça votre testament politique. Mon testament politique ou l'éloge nécrologique rédigé par mes amis ou mes ennemis? Alors, on peut commencer par l'éloge nécrologique et puis poursuivre par le testament. Laissons de côté, disons, un journal extrémiste qui dirait Raymond Aron, animé par une haine viscérale et pathologique du communisme, n'a cessé de défendre les intérêts du grand capital, quelquefois non sans talent, mais il ne s'est jamais élevé au-dessus d'un idéologue de l'impérialisme. Fin. Disons qu'un journal modérément de gauche dirait « Il est dommage que Raymond Aron, dont les qualités intellectuelles de lucidité ne sauraient être discutées, n'ait pas manifesté plus de sensibilité pour la douleur humaine, qu'il n'ait pas compris le sort des malheureux et qu'il ait engagé son talent dans la défense de causes qui n'étaient pas toujours incontestables. » Peut-être que quelqu'un qui serait un de mes amis dirait Raymond Aron a partagé le sort de tous les libéraux dans la France depuis le XVIIIe siècle. Comme des auteurs beaucoup plus grands que lui, il aurait voulu que la politique française fût raisonnable et qu'il fût possible de n'adhérer ni au parti de la révolution sans idée, ni au parti de la conservation sans cœur. Mais il a pu mesurer que Montesquieu, qui avait voulu réformer la monarchie française, s'est trouvé finalement à l'origine d'une révolution que Montesquieu lui-même aurait détestée. Alexis de Tocqueville, dont il a si souvent et assez bien parlé, déclarait un jour qu'il se sentait à Paris plus seul que dans les déserts du Nouveau Monde, et peut-être Raymond Aron, dans certaines circonstances, a-t-il senti qu'au milieu de l'intelligentsia à laquelle il appartenait, et dont il aurait voulu recueillir les suffrages, il était plus seul, je ne dirais pas que dans les déserts du Nouveau Monde, mais que dans les universités du Nouveau Monde, où il a si souvent enseigné, et où tant d'étudiants reconnaissaient en lui un homme de progrès. Alors le testament, maintenant. Le testament, c'est qu'il est malheureusement difficile dans un pays comme la France de se trouver entièrement et de plein cœur avec l'un ou l'autre des partis qui s'affrontent. Sartre, avec lequel j'ai été très lié et qui aujourd'hui me déteste ou écrit comme s'il me détestait, parle toujours de moi avec l'expression « ces âmes tendres des libéraux ». Je n'ai pas du tout une âme tendre, car je sais parfaitement bien que le monde est violent, que le monde est brutal, que la violence est la coucheuse de l'histoire. Tout ce que je crois, c'est qu'il vaut mieux réduire le volume de la violence historique. Alors, lucidité pour voir le monde tel qu'il est, préférence pour les mesures progressives et non pas pour les changements globaux, scepticisme à l'égard de la révolution, acceptation des duretés de la civilisation dans laquelle nous sommes, et je dirais optimisme foncier, car au rebours de ma réputation, je suis un optimiste, c'est-à-dire je crois à l'avenir de l'humanité avec une réserve. Je ne crois pas au paradis sur Terre. Je peux peut-être vous demander comment, après cette réflexion, encore une fois, sur ces critiques que vous aviez faites quotidiennement, que pensez-vous de nous, je veux dire, Français, et de nous, de la France, disons, de nous, Européens? Vous parlez d'État protégé à propos de nous. Au bout du compte, je dirais que les Européens de l'Ouest ont connu à peu près le sort qu'ils souhaitaient. J'entends par là que quelques années après la fin de la guerre, ils se sont résignés à la domination de l'Union soviétique sur l'Europe de l'Est. Ils ont souhaité la sécurité à l'ombre de la force américaine et la prospérité économique. Or, au bout de 25 ans, le relèvement économique de l'Europe occidentale est sensationnel, sans précédent. Il dépasse l'espoir des plus optimistes. D'autre part, il ne s'est rien passé en ce sens qu'il n'y a pas eu de guerre, que la réconciliation entre l'Allemagne occidentale et la France est un fait accompli. Par conséquent, les Européens ont tiré de leur situation d'État protégé par les États-Unis à la fois un sentiment de sécurité, une sécurité réelle et l'abondance ou la semi-abondance économique. Ce qui est exactement ce qu'ils souhaitaient il y a 25 ans.
Donc, la politique des États-Unis dans cette partie du monde a atteint l'objectif qu'elle visait, et les Européens qui ont adhéré à la politique atlantique et européenne, en gros, peuvent dire qu'ils ont réalisé la moitié de leurs ambitions. L'autre moitié eût été une Europe suffisamment unie et suffisamment volontaire pour se défendre toute seule. Mais il me semblait que nous, Français particulièrement, nous avions eu, enfin nos gouvernements avaient eu le souci d'une certaine indépendance vis-à-vis de l'Amérique, non? Oui, ils ont eu le souci, ils ont encore le souci d'une indépendance vis-à-vis des États-Unis, mais je n'ai connu aucun homme d'État responsable, pas même le général de Gaulle, qui souhaita que les troupes américaines fussent amenées à quitter l'Europe. Le général de Gaulle souhaitait que les troupes américaines quittent la France, et il l'a obtenu sans difficulté, mais il savait parfaitement bien que la présence américaine en Europe donnait à la France une liberté d'action qu'elle perdrait le jour où elle se trouverait en une Europe occidentale sans défense face au bloc soviétique qui représente tout de même une puissance militaire considérable. Par conséquent, je prétends que tous les gouvernements français, y compris celui du général de Gaulle, ont souhaité que l'Europe reste un ensemble d'États protégés par les États-Unis, aussi longtemps que l'Union soviétique n'aurait pas changé, ou que l'Europe ne serait pas capable de se défendre toute seule. À l'échelle mondiale, est-ce qu'il s'est passé, d'après vous, quelque chose d'important en Europe depuis 25 ans ou non? Il s'est passé, à l'échelle de l'économie mondiale, une chose importante. C'est que l'Europe est redevenue une grande puissance économique. Et la meilleure preuve, ce sont les difficultés monétaires et commerciales entre l'Europe occidentale, les États-Unis et peut-être demain le Japon. En essayant de formuler cette question, je pensais, à vrai dire, à tout ce qui avait été, à tous les principaux différends qui avaient séparé les Européens depuis 25 ans. Et bon, disons, le réarmement de l'Allemagne, par exemple. Mais rétrospectivement, nous avons le sentiment que la passion déployée d'un côté ou de l'autre était disproportionnée aux conséquences de l'événement lui-même. Aujourd'hui encore, on peut plaider que le réarmement de l'Allemagne occidentale n'était pas indispensable. Mais on peut affirmer avec certitude que ce réarmement n'a causé aucune des conséquences fâcheuses que les adversaires craignaient et dénonçaient. L'Allemagne occidentale réarmée n'est pas devenue militariste, elle n'a pas été une provocation pour l'Union soviétique, elle n'a pas empêché la réconciliation entre l'Allemagne occidentale et les autres États européens, elle n'a même pas contribué à tendre durablement les relations entre l'Est et l'Ouest. En d'autres termes, aucune des conséquences dénoncées à l'avance ne s'est réalisée. Est-ce qu'on peut passer au souhaitable, après ce bilan que vous avez fait de ces 25 ans? Eh bien, je souhaiterais que l'Europe occidentale ne s'accommodât pas indéfiniment de rester un État protégé ou un ensemble d'États protégés. Mais disons que ça, c'est l'ambition majeure ou ultime. Il faut d'abord que l'Europe occidentale continue à exister assez fortement pour offrir le maximum d'incitation à une transformation intérieure du régime soviétique. Car mon objectif n'a jamais été que les deux parties de l'Europe se regardent comme en chien de faïence indéfiniment. Ce qui reste l'idéal de tous les Européens, c'est que la libéralisation du régime soviétique permette d'établir véritablement une existence commune entre les deux parties de l'Europe. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à imaginer comment l'Europe pourrait aider à la libéralisation du régime soviétique. Bien entendu, elle ne peut pas y contribuer de manière directe. Mais j'ai toujours été frappé du fait que les Européens sont présents en Union soviétique beaucoup plus qu'ils ne le croient. Les intellectuels soviétiques ne discutent pas tant entre eux qu'avec nous, même si nos livres ne sont pas officiellement publiés là-bas. Et pour que ce dialogue continue, il faut précisément que nous continuions à exister. Je ne dis pas du tout qu'il suffit que nous restions ce que nous sommes pour que l'Union soviétique change, je n'y crois nullement à court terme. Mais si nous entrions dans son système, l'Union soviétique deviendrait bien pire qu'elle n'est, parce qu'elle aurait à maintenir alors sa discipline sur les pays récalcitrants de l'ouest de l'Europe, et nous aurions devant nous alors une longue période d'une nouvelle tyrannie étouffante.